Bonjour Étienne. Bienvenue. On a comme thème le rebond du commerce international, la nouvelle donne. On l'a annoncé moribond ce commerce international il y a même pas un an, et pourtant il est reparti très fort, même avec un peu d'embouteillage. Comment vous analysez ce rebond? C'est vrai que c'est assez impressionnant par rapport à la crise financière de 2008-2009. Le commerce mondial a rebondi 2 fois plus vite en sortie de crise. Donc c'est certainement dû au fait que la crise était différente. Donc même si on a mis le monde en pause, en fait le commerce a continué d'opérer, notamment industriel, et puis que les aides d'État et les aides des banques centrales ont certainement permis d'éviter cette récession du commerce mondial, ou du moins que cette récession dure. Et donc, vous pensez qu'on retrouve une courbe de croissance qui est le prolongement de la courbe antérieure, où il y a une inflexion à la croissance, à la baisse, ou une inflexion qualitative de ce commerce? Alors il est juste différent parce que le commerce de services n'a plus lieu puisque le tourisme n'est pas au rendez-vous. Le retour du tourisme est un petit peu plus long à venir. Il est beaucoup plus dans le commerce de détail. Donc quand on regarde ce qu'il y a dans les containers, on voit que c'est beaucoup plus des produits du consommateur final plutôt que des intrants industriels. Il est beaucoup plus coûteux. Les prix des containers ont été multipliés par 10, le prix des intrants industriels aussi. Donc je pense qu'en volume, on est sur quelque chose qui est une belle année, on va l'appeler comme ça. Donc il y a cet effet rattrapage qui fait qu'on annonce plus 15%. En revanche, en prix, il est un peu en surchauffe et il va beaucoup plus vite qu'escompté, ce qui va certainement poser des questions sur les marges, sur la durabilité et aussi sur le rebattage entre régions, parce que vous voyez bien qu'il y a des forces d'aspiration entre les continents. Chacun y va de son plan de relance et ça va certainement retracer des routes du commerce mondial. Alors, si on fait un zoom région, vous voyez comment ces régions du monde, Asie, Europe, Afrique, Amérique, qui gagne, qui perd, si on peut formuler les choses de telle manière, qui repart plus fort, en tout cas en 21? Tous les exportateurs de matières premières ont une très belle année, à cause du prix, mais aussi à cause de la demande. Il y a aussi ce super cycle un peu d'infrastructure qui commence. Donc il y a beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi d'Asie, quelques pays africains qui ont une très très belle année. Les pays industriels aussi ont une belle année puisqu'ils exportent, donc l'Allemagne, l'Italie, la Tchéquie, etc. Les pays qui sont un petit peu plus à la traîne, je dirais, c'est plutôt les pays de l'ouest de l'Europe, parce que la reprise a d'abord eu lieu en Asie, puis aux États-Unis. Donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, même la Hollande et la Belgique sont un peu à la traîne. Mais c'est pas grave parce que c'est juste que la grande réouverture a été décalée. Donc ils vont certainement avoir une forme d'épiphanie très similaire aux autres pays. Mais c'est vrai que l'Asie est partie très très vite parce qu'ils sont rentrés vite dans la crise, ils en sont sortis vite et il y a beaucoup plus de commerce intra-régional. Alors après, on va voir, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur les plans d'infrastructure, ce concurrent des routes de la soie annoncé par les États-Unis au G20. Donc on va voir si on voit des choses très différentes. Pas mal aussi d'effets des accords de libre-échange. Je pense à l'accord entre le Canada et l'Europe. On voit vraiment des routes qui se dessinent un peu plus vite. J'espère qu'en Afrique, on aura, grâce à l'accord de libre-échange africain, un petit peu plus d'énergie sur le commerce mondial. Donc quelque chose à plusieurs vitesses, avec une Asie qui va très vite, des États-Unis où ça repart aussi pas mal, et peut-être l'Europe de l'Ouest qui nous surprendra positivement au deuxième semestre. Oui, parce que si on fait un zoom France, on a nos deux moteurs aéronautique et tourisme qui sont un peu à l'arrêt, même gravement à l'arrêt, mais finalement, sur le reste des secteurs, on a performé, même surperformé par rapport à 2019 en fait. Oui, et je pense que ça devrait continuer. La demande adressée à la France, donc ou les gains à l'export de la France sur 2021, c'est environ plus 60 milliards, de plus qu'une année normale. Donc il y a beaucoup de choses à capter à l'export parce que tous les pays autour ont plus de demandes. La moyenne de la croissance dans le monde, c'est 4,5%. En Allemagne, c'est 4 quelque chose. En Italie, c'est plutôt 5 quelque chose. Donc, il y a plus de demandes. Et donc, si on n'est pas trop mauvais en compétitivité, on a vraiment des débouchés à l'export. Et puis, bien sûr, les États-Unis. Pour l'Europe, aujourd'hui, il y a un débouché majeur qui est la relance américaine. Donc non, il faut aller à l'export, il faut aller dans les pays qu'on connaît, les pays qu'on connaît moins, mais il y a vraiment une fenêtre d'opportunité parce que tout le monde relance à coup d'efforts budgétaires. Et donc pour le luxe, pour l'agroalimentaire, pour la machine-outil, il ne faut pas avoir peur d'y aller et d'affronter un petit peu l'export malgré ces éléments de peur, que ce soit les délais de paiement, les coûts de financement, etc. Je pense que ça vaut le coup d'y aller encore plus cette fois-ci. D'autant plus que quand on est exportateur, rentrer sur un marché nouveau et gagner des parts de marché, c'est beaucoup plus facile qu'un marché en croissance forte et qu'il est un peu même parfois en shortage de produits et qui cherche du produit
plutôt que quand il est un peu flat. Donc là, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité spécifique à 2021. Oui, et le risque, c'est de se reposer sur ses lauriers, en fait, parce que comme la croissance française est aussi un petit peu boostée par des plans de relance, l'idée, c'est qu'on va certainement trouver des débouchés, puisque la réouverture, elle a lieu aussi en domestique. Donc, c'est de peut-être moins regarder à l'export, à un moment où il y a, à mon avis, pas mal de business à faire dans ces pays qui relancent aussi. Et 22, comment vous voyez l'année 22 du coup? 22, c'est censé être une année de normalisation à plein d'égards, normalisation du commerce, de la croissance, du risque de crédit, puisqu'il n'y a pas eu de faillite depuis maintenant plus de 18 mois, du cycle politique, puisqu'on aura notamment en Europe 2 élections majeures avec les élections allemandes en fin d'année, les élections françaises. Donc pas mal de normalisation. Après, la question, c'est est-ce qu'elle se fait un petit peu mieux qu'avant ou un petit peu moins bien qu'avant? C'est-à-dire qu'on voit qu'on a fait énormément d'efforts et la vraie question, c'est on a certainement gagné pas mal de temps en évitant une crise sociale, une crise du chômage, une crise des faillites, une détérioration plus grave du commerce mondial, moins de rivalité aussi, moins de protectionnisme, du moins en prix, en barrières tarifaires. Et donc on se dit peut-être qu'on va avoir un peu plus de croissance en sortie de crise. J'aimerais y croire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de risques de politique publique, le débranchement des aides de la part des banques centrales, de la part des gouvernements. Et puis, il y a toujours ce fond sur le commerce, de changement de vision de la mondialisation. La diplomatie économique est de retour, d'autres formes de protectionnisme sont là. Donc sur le commerce en particulier, j'espère qu'on aura peut-être un effet rémanence sur 2022, c'est-à-dire un peu plus de commerce qu'escompté. Mais ça va certainement demander pas mal d'efforts politiques, notamment cette alliance entre les États-Unis et les Européens, il faut vraiment la concrétiser, avec peut-être remettre sur la table un accord transatlantique de libre-échange. Ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a beaucoup plus de commerce intra-régional à capter, puisque tout le monde fait de la relance. Donc ça veut dire continuer d'aller vers nos partenaires et nos débouchés européens. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais j'aime être un peu plus optimiste et me dire que 2022 sera de toute façon une meilleure année qu'une année normale, puisqu'il y aura un fonds de rattrapage et certainement des graines qui ont été plantées en 2020-2021 qui devraient donner quelques arbres et quelques fruits. Conclusion sur le commerce international. On a eu beaucoup de critiques sur le commerce international à l'occasion de la Covid. Les approvisionnements de masques ont été un peu un prétexte pour ensuite faire le procès du commerce international. Beaucoup de gens espèrent qu'il y ait une décroissance du commerce international, une décroissance tout court même. Il y a un travail d'évangélisation, en tout cas de conviction, à mon avis, des citoyens, de l'utilité du commerce international. Comment est-ce que vous formuleriez pour l'ensemble de la population, pas forcément pour des exportateurs qui, je pense, sont assez convaincus de l'utilité du commerce international, mais comment vous formuleriez les avantages pour une population, pour un pays, du commerce international aujourd'hui en 2021? C'est un peu le commerce mondial est mort, vive le commerce mondial. C'est-à-dire que chaque 10 ans ou chaque crise, on nous annonce un peu la mort du commerce mondial, la fin de la mondialisation. Et on a du mal à y croire quand on sait qu'économiquement, ça a attiré la croissance dans de nombreux pays, fait sortir des millions de gens de la pauvreté, donné à des entreprises des opportunités sans commune mesure. Donc moi, à chaque fois, ça me fait doucement rire, parce qu'un coup, c'est la rivalité sino-américaine, un coup, c'est la servitisation. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut croire que le commerce mondial est mort. Et au final, et la Covid, vous avez raison, c'est une raison de plus de dire « Ah, c'est peut-être à cause de la mondialisation qu'on a eu la Covid ». C'est quand même pas mal de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier la société avec le commerce mondial? On peut leur expliquer que le commerce mondial, c'est ce qui leur a permis d'avoir accès en tant que classe moyenne à des tonnes de choses auxquelles ils n'auraient pas eu accès au bon prix. Alors c'est vrai qu'en ce moment, comme il y a un peu d'inflation, c'est difficile de le raconter, mais c'est ça, la voiture, les produits électroniques, etc. C'est dire aussi que je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que le commerce mondial a engendré des tonnes de transformations sur le travail. Et les gens ont ça en tête, les délocalisations, la désindustrialisation. Et cette fois-ci, je crois que c'est pris en compte par les pouvoirs publics et qu'on y travaille. On a beaucoup plus de réflexions sur les politiques industrielles, sur comment monter en gamme pour justement garder des emplois manufacturiers, même dans un pays comme la France. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui beaucoup plus. Donc on a compris, on a appris des erreurs des années 2010 où les facteurs de production et donc le travail ont bougé et ont créé de la pauvreté due au commerce mondial. Et le troisième sujet, c'est que, et vous parlez de la décroissance, moi j'aime à citer ce chiffre, c'est-à-dire que pour atteindre les objectifs d'économie à zéro carbone à horizon 2050, il faudrait une récession comme celle du Covid tous les 2 ans.
Vous imaginez le nombre de pauvres, le nombre de chômeurs que ça créerait. Donc, dans le commerce mondial, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le commerce mondial peut être beaucoup plus vert, peut être beaucoup plus porteur d'emploi. Il suffit juste d'y mettre les moyens. C'est-à-dire qu'on doit se poser les bonnes questions sur le transport, sur le contenu en innovation, le contenu en carbone. On doit se poser les bonnes questions sur la réglementation et la fiscalité, même si j'aimerais qu'on donne d'abord un petit peu plus de visibilité avant d'essayer de tout réguler et de tout taxer. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer d'expliquer que exporter, c'est importer de l'innovation. Que l'export fait vivre, que beaucoup de familles dépendent de chaînes de valeur qui ont des débouchés à l'international. Ça permet à beaucoup d'entreprises de pallier des crises en se diversifiant. Mais c'est vrai que malheureusement pour nous, la mondialisation et le commerce mondial sont souvent vus comme des facteurs de chômage et rarement comme des facteurs de croissance, alors qu'on le sait maintenant, il n'y a pas de doute sur cette question, mais l'effort d'éducation, l'effort sur les jeunes notamment, ce qu'on peut faire pour essayer de plus en plus, les VIE en font partie, les volontaires internationaux à l'étranger, mais l'idée de mettre davantage de jeunes et de leur expliquer ce que c'est le commerce mondial, que ce n'est pas un gros mot, je pense que ça va faire partie de l'effort qu'on devra tous faire au sortir de cette crise.